Et bon mercredi matin tout le monde. Bon mercredi. Contente de vous retrouver pour cette 9e journée du défi J'aime mes seins. J'ai un nouvel hibiscus, celui d'hier, malheureusement, a terminé sa vie éphémère, mais il a été remplacé par un autre. Donc, c'est quand même une belle journée accompagnée d'hibiscus et de bougainvillées sur ma terrasse en République dominicaine, à venir prendre mon petit café matinal avec vous et à vous partager un autre aspect, un autre truc pour avoir des seins en santé. Mais évidemment, qui dit sein dit hormones en santé. Vous savez que c'est mon dada, c'est ma spécialité. Et comme on est au mois d'octobre, qui est le mois de la sensibilisation cancer, à la santé des seins, eh bien, je vous ai fait vendredi dernier un Santé sans censure qui portait sur cette industrie du cancer du sein, les dessous sombres du ruban rose, comme j'aime l'appeler. Alors, je vous invite à l'écouter, à le partager si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va en perturber, en déranger certains. Je m'y attends. Je ne suis pas nouvelle à la controverse. Alors, on va parler de gluten. Le gluten, qui est donc la protéine qu'on retrouve dans le blé, mais aussi dans d'autres céréales, sauf que c'est particulièrement le blé qui nous intéresse et qui est problématique en ce qui a trait à notre santé et plus particulièrement la santé des seins, puisque c'est de ça dont il est question, évidemment, durant notre défi et durant cette capsule vidéo d'aujourd'hui. Alors, pourquoi le gluten est-il problématique et en fait le blé? Euh, le gluten est une assez grosse protéine qui est donc une chaîne d'acides aminés et le gluten contient une assez grande proportion d'un acide aminé qui s'appelle la proline. D'ailleurs, la caséine, qui est la protéine des produits laitiers, est aussi riche en proline. Et cette proline nécessite la présence d'une enzyme dans notre tube digestif qui s'appelle la dipeptidyl, euh, la dipeptylpeptidase, pardon, DPP4. Et donc, cette enzyme permet de dégrader la proline, mais pour beaucoup de personnes, cette enzyme est déficiente. Et donc, on se retrouve avec des grosses molécules non complètement, des grosses protéines non complètement digérées dans notre tube digestif. Et si ces protéines passent à travers les jonctions étroites qui sont normalement semi-perméables, mais qui peuvent être complètement perméables sous l'action même du gluten, ou d'autres substances dont on a parlé dans les derniers jours et que je vais vous renommer. Mais si donc ces molécules de gluten impartiellement digérées en raison de cette carence dans cette enzyme qu'on appelle la dipeptidase. C'est pour ça qu'on l'appelle la DPP4, comprenez-vous? Euh, alors, quand on n'arrive pas à bien dégrader le gluten, on se ramasse avec des particules en circulation dans notre circulation sanguine et à ce moment-là, ça peut déclencher une réaction de la part de notre système immunitaire qui ne reconnaît pas cette molécule et qui essaie donc de l'attaquer parce qu'il reconnaît que c'est une molécule étrangère. Et éventuellement, à force que notre système immunitaire tente de détruire ces particules de gluten partiellement digérées en circulation, ça peut amener vers des maladies auto-immunes, dont la thyroïdite d'Hashimoto, dont la polyarthrite rhumatoïde, dont la maladie cœliaque, etc., etc. Évidemment, euh, la maladie la plus connue associée à l'intolérance ou l'allergie au gluten, c'est la maladie cœliaque. Et c'est un peu problématique parce que tout l'édifice médical est construit pour ne reconnaître que la maladie cœliaque comme étant une maladie causée par le gluten, mais avant d'arriver à la maladie cœliaque qui va vraiment causer une ulcération du tube digestif lorsque les gens atteints de la maladie cœliaque consomment le gluten et l'atrophie des petits vignons, on a comme des espèces de petits doigts qui tapissent notre tube digestif qu'on appelle des vignons.
et les villi vont retirer les nutriments de notre alimentation. Et donc, les gens qui sont atteints de la maladie cœliaque et qui consomment du gluten, donc, ont une atrophie de ces villi qui font qu'ils vont souffrir de nombreuses carences nutritionnelles puisqu'ils n'arrivent pas à extraire correctement certains nutriments de l'alimentation. Le problème, c'est que pour obtenir un diagnostic de maladie cœliaque, on va généralement procéder par gastroscopie. Donc, on va examiner la paroi digestive et pour l'intolérance et l'allergie au gluten, eh bien, ça passe un petit peu sous le radar. Il y a bien un test de sang, une prise de sang qui existe, mais qui donne très peu de résultats, à moins d'avoir l'intestin complètement rendu comme une image un peu forte qui est celle de la passoire à spaghetti, mais il faut comprendre que la paroi de notre intestin, c'est composé d'une seule couche de cellules qu'on appelle des entérocytes et que c'est aussi mince que l'épaisseur d'un cheveu. Et les entérocytes sont séparés par des parois semi-perméables qu'on appelle des jonctions étroites, tight junction en anglais. Et ces jonctions étroites permettent normalement de laisser passer des nutriments vers notre circulation sanguine, évidemment, pour que notre organisme en bénéficie, mais va maintenir des micro-organismes comme l'Escherichia coli à l'intérieur de la lumière intestinale, nos particules, justement, non complètement digérées, les toxines qu'on doit éliminer par nos selles à l'intérieur de l'intestin pour qu'on puisse les acheminer vers l'extérieur, mais via nos selles et non pas qu'elles soient recyclées via notre paroi qui est maintenant rendue poreuse dans notre circulation sanguine et retournée au foie. Alors, évidemment, c'est bien d'identifier quand on souffre de maladie cœliaque, mais pour tous les gens qui ont une sensibilité au gluten et qui n'ont pas nécessairement la paroi digestive complètement endommagée parce que généralement, ils ont remarqué que le gluten leur cause problème, ils s'abstiennent régulièrement de gluten, des fois, ils ont des rechutes. Et donc, si on leur fait la gastroscopie, ça se peut que leur tube digestif n'ait pas l'apparence d'une personne, de celui d'une personne, c'est-à-dire qui souffre de la maladie cœliaque. Et on va leur dire non, tu n'es pas cœliaque et tu n'es pas allergique au gluten. Mais sans être carrément allergique au gluten, on peut souffrir d'une intolérance au gluten. L'autre problème majeur, à part le fait que cette intolérance est mal diagnostiquée au Canada, eh bien, c'est que l'industrie du blé canadienne est un pilier de notre économie et le blé a donc été hybridé de différentes façons. Il n'y a pas de blé, des fois les gens vont me dire c'est parce que le blé est modifié génétiquement. Ce n'est pas exact. Le blé canadien n'est pas modifié génétiquement. Il n'y a que 5 céréales. Il y a 5 céréales qui sont modifiées génétiquement au Canada, mais le blé n'en fait pas partie. Mais par contre, il a été hybridé. Vous savez, c'est quand on procède à un accouplement des plantes pour favoriser certains traits. Et donc, c'est ce qu'on a fait au Canada jusqu'à temps de produire un blé qui n'est plus ni moins un blé nain, donc qui va pousser très rapidement, qu'on va pouvoir récolter rapidement puisque on ne peut pas produire du blé toute l'année vu le climat au Canada. Donc, en hybridant le blé pour qu'il soit à maturité en n'étant pas très grand, on peut faire plus de récoltes de cette façon-là. C'est donc plus rentable économiquement parlant. Et donc, dans ce processus d'hybridation, malheureusement, une des conséquences, c'est que ça a beaucoup augmenté le contenu en gluten du blé, donc en cette protéine qui est très difficile à digérer. Et selon certaines sources que j'ai consultées, on parlait d'une augmentation par 70 %. C'est donc énorme. Ça veut dire que si, par exemple, avant, on consommait 2 tranches de pain au petit déjeuner, bien maintenant, c'est l'équivalent en gluten quand on consomme 2 tranches de pain de 14 tranches de pain. Alors évidemment, si on a déjà une sensibilité ou quand on a même des gènes de sensibilité au gluten, eh bien, ça va devenir beaucoup plus problématique que si on avait un blé régulier. D'ailleurs, ce que j'ai observé dans ma pratique clinique, c'est que souvent, les Européens qui arrivaient au Canada à l'intérieur de 2 ans ou 3 ans se mettaient à développer des troubles digestifs qu'on associait invariablement au gluten, alors qu'ils n'étaient pas intolérants en Europe. Et à l'inverse, j'ai des patients qui sont sans gluten au Canada qui me disent, Chantalane, je m'en vais en France, je m'en vais en Italie, je ne vais quand même pas m'abstenir de gluten, et qui consomment du gluten durant leur voyage, et ça passe bien parce que là-bas, le blé n'est pas hybridé de la même façon qu'au Canada.
L'autre problème qu'on a avec le blé canadien, c'est qu'on l'asperge de glyphosate. Donc, le glyphosate, le fameux Roundup, l'herbicide de Monsanto, maintenant Bayer, on en asperge les graines et quelques jours avant la récolte, on m'avait dit 3, maintenant j'ai vu 7 jours, en tout cas quelques jours avant la récolte, on asperge le blé, ce qui le fait mourir, mais ça détruit aussi certaines particules indésirables et ensuite on fait la récolte du blé de manière commerciale. Et des résultats d'analyse démontrent que les résidus de glyphosate se retrouvent dans 80 des produits de consommation. Donc, c'est énorme, évidemment, puisque c'est fait juste avant la récolte. La pluie n'a pas le temps de diluer, si on veut s'exprimer ainsi, le glyphosate du blé. Alors, ce glyphosate, il est très irritant, très dommageable pour notre paroi intestinale, pour notre microbiote, donc pour notre flore intestinale également. Donc, il va contribuer à rendre notre paroi intestinale hyper perméable, c'est-à-dire que les petites jonctions, au lieu d'être semi-perméables et de ne laisser passer que les nutriments, elles vont devenir complètement perméables et à ce moment-là, laisser passer tout ce qui est en circulation. Le blé en lui-même va souvent causer l'hyperperméabilité intestinale parce que le gluten va déclencher une protéine dans notre organisme qui s'appelle la zonuline. La zonuline, c'est le gatekeeper, c'est la gardienne en réalité de cette porte ou cette jonction étroite entre nos entérocytes. Alors, sous l'action du gluten, la zonuline va être activée et la zonuline va espacer les jonctions étroites et faire que des particules circulent dans notre organisme qui aurait dû normalement se retrouver dans notre intestin et être éliminé. Alors, vous comprenez bien que ça va être un fardeau sur notre système immunitaire et ça peut éventuellement conduire vers des maladies auto-immunes, mais en tous les cas, ça surcharge notre immunité, ça crée de l'inflammation et ça crée aussi beaucoup de radicaux libres parce que notre organisme, lorsqu'il va essayer de se défendre contre ces molécules étrangères, eh bien, il va utiliser des mécanismes qui impliquent la production de radicaux libres. Donc, on va produire beaucoup de radicaux libres, beaucoup d'inflammation, qui sont les deux ennemis en réalité de la santé de nos seins, de notre santé en général, mais au niveau de la santé des seins, c'est très important d'avoir une diète qui est le plus possible hypotoxique ou qui ne générera pas d'inflammation dans notre corps. Et on sait qu'au Canada, notre alimentation moderne, un des facteurs qui cause le plus d'inflammation, c'est donc le gluten qui provient de notre blé hybridé. Alors, les gens, des fois, vont me dire, je suis sans gluten à 90 %. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas être sans gluten à 90 %, comme j'aime souvent dire. Ça, c'est comme être enceinte. On ne peut pas être un petit peu enceinte. Quand on est enceinte, on est enceinte. Quand on consomme du gluten, on a une réaction qui va être déclenchée. La beauté de la chose, c'est que les entérocytes se renouvellent à tous les 3 jours. Donc, ces petites cellules qui tapissent notre tube digestif travaillent tellement fort qu'elles sont renouvelées régulièrement. Donc, si il y a un accident où on a indulgé dans un plat qui contenait donc du gluten, eh bien, on n'a qu'à s'abstenir à nouveau. Bon, si on a vraiment exagéré, on recommence avec des probiotiques. On peut prendre de la glutamine. On en parlera de la glutamine dans une autre capsule pour aider à réparer notre paroi digestive. Et dans quelques jours, eh bien, on aura retrouvé une bonne perméabilité normale de notre tube digestif. Donc, on peut facilement réparer. La difficulté avec le gluten, c'est vraiment de s'en abstenir. Et là, s'en abstenir, vous allez me dire, Chantal, du gluten, il y en a partout, c'est vrai. En plus, il est camouflé sous des noms tels que protéines végétales hydrolysées. Donc, il faut vraiment lire nos étiquettes. Mais ceci étant dit, quand on parle de s'abstenir de gluten, par exemple, pour notre santé globale ou pour la santé des seins, on va parler des sources évidentes de gluten. Évidemment, le niveau de sensibilité individuelle varie d'une personne à l'autre. J'ai une patiente que un cube d'épices, vous savez, des bouillons de poulet, tout ça, dans un chaudron de riz, pour elle, c'est trop, elle va avoir une réaction. Donc, il y a des gens qui sont très, très sensibles au gluten. Il y a des gens comme moi qui réagissent beaucoup. Moi, j'ai thyroïdite d'Hashimoto et endométriose qui sont directement reliés avec l'intolérance au gluten. Ça a été d'ailleurs le début de ma démarche dans cet univers du gluten et
d'essayer de vivre sans gluten. Donc, dans mon cas, je suis très, très réactive au gluten, mais étant donné que le gluten va plutôt nous donner des effets très sournois comme de l'inflammation dans notre tube digestif, de la grande fatigue, un problème d'absorption de nos nutriments, de l'anémie chronique en conséquence, par exemple, des fois, on n'aura pas de réaction visible immédiatement. D'abord, quand on parle d'intolérance, les intolérances, ça a le rapport avec les immunoglobulines à réaction retardée. Donc, ça peut prendre jusqu'à 72 heures avant que ça se manifeste. Et le gluten, comme je dis, est très sournois. Donc, il y a des gens qui vont consommer du gluten, ils vont avoir immédiatement une selle. Donc, ça va provoquer une diarrhée ou à l'inverse, la constipation chronique. À ce moment-là, c'est quand même bien parce qu'on est capable d'établir rapidement un lien de cause à effet. Mais pour beaucoup de gens, comme c'était mon cas, tout ce qu'on va avoir, c'est un problème auto-immun, mais on ne pourra pas identifier directement la cause. Alors, il y a des gens qui n'ont pas en apparence de gros symptômes, mais qui vont avoir quand même beaucoup de réactivité par rapport au gluten. Et donc, là, il faut faire des tests plus poussés, des tests de médecine fonctionnelle qu'on envoie aux États-Unis. À ma connaissance, et les derniers patients que j'avais au Québec qui suivaient le chemin conventionnel, l'intolérance au gluten est très mal diagnostiquée au Québec. Donc, c'est triste parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé et qui ne s'abstiennent pas de consommer le gluten. Et donc, le cancer du sein est un de ceux-là. Alors, malheureusement, parce qu'on a cette vision du gluten étant seulement associé à la maladie cœliaque, il n'y a pas vraiment d'études qui vont montrer un lien direct, un lien de cause à effet entre le gluten et le cancer du sein. Sauf que quand on comprend comment ça fonctionne et quand on a une expérience clinique de 25 ans, dont une très grande majorité de ces années sensibilisées à la question du gluten et en envoyant des tests aux États-Unis, eh bien, on le voit en action. L'impact de l'intolérance au gluten. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le cancer du sein? C'est qu'en réalité, quand on détoxifie nos estrogènes, donc on parle de ça depuis la première journée, nos estrogènes, une fois qu'ils ont été utilisés par notre corps, doivent être métabolisés, donc neutralisés au niveau de notre foie. Et donc, une partie de ces estrogènes qui ont été neutralisés vont être éliminés par nos menstruations, si on a encore un cycle menstruel, sinon c'est par nos selles et nos urines. Alors, évidemment, lorsque les estrogènes usés transitent dans notre système digestif vers la voie d'élimination, eh bien, si la paroi du tube digestif est hyperperméable, donc si nos petites jonctions étroites, au lieu d'être semi-perméables, sont rendues complètement perméables, vous comprenez que les estrogènes et les autres toxines vont sortir par ces parois et à ce moment-là, se retrouver à nouveau dans la circulation sanguine, ce qui va faire qu'on va avoir un taux d'estrogène en circulation, des estrogènes à moitié digérés, qui n'étaient plus vraiment utiles à notre corps, qui étaient en voie d'être éliminés vers l'extérieur de notre organisme, vont se retrouver à nouveau en circulation, vont pouvoir, dans certains cas, se fixer à nos sites récepteurs d'estrogènes qu'on va retrouver dans nos seins, qu'on va retrouver dans notre utérus, dans nos ovaires, et donc aggraver le déséquilibre en faveur des estrogènes qui va causer non seulement des cancers de sein, mais tous les troubles qu'on connaît associés à la dominance estrogénique, comme les menstruations hyperabondantes qu'on appelle des ménorrhagies. Ça peut causer des kystes ovariens, des fibromes, des kystes au niveau des seins également. Donc, un paquet de symptômes qu'on associe typiquement à nos hormones. Alors, évidemment, pour que les estrogènes soient bien éliminés à l'extérieur du corps, on a besoin que cette paroi digestive soit en bon état. On avait déjà parlé de l'importance des probiotiques qui vont offrir une première barrière de protection le long de notre tube digestif. On a parlé de l'importance des fibres également, qu'il fallait consommer 35 grammes de fibres par jour ou en tout cas minimalement 30 afin justement que les estrogènes soient capturés dans ces fibres et aient plus de chances d'être acheminés vers nos selles, vers l'extérieur de notre organisme. Et donc, l'importance de boire de l'eau, l'importance de bouger dont on a parlé, l'importance de gérer notre stress, parce que le stress, évidemment, quand on est en état de lutte ou de fuite, on n'est pas en train de digérer le Big Mac ni les estrogènes qui sont prêts à être éliminés. Donc, on retient tout ça à l'extérieur de notre organisme et plus on retient, plus il y a un processus de fermentation, de putréfaction qui est à l'œuvre dans notre tube digestif et
plus les estrogènes ont de risques d'être à ce moment-là recyclés et réacheminés à nouveau en notre foie, causant durant le cours d'action cet excès d'estrogène qui va être responsable d'un paquet de symptômes et aggraver notre facteur de risque par rapport au cancer du sein. Donc, le fait d'éliminer le gluten, c'est vraiment très important parce que, comme je l'ai dit, le gluten est très inflammatoire. Il va activer la zonuline qui va ouvrir les jonctions étroites dans notre tube digestif et permettre donc l'échappatoire des estrogènes et ultimement leur recyclage. Donc, on veut vraiment éviter tout ça. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'éviter le gluten. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui vont favoriser la porosité intestinale. J'ai mentionné la prise de médicaments corticostéroïdes et même en topique, on finit par les absorber à l'intérieur de notre corps. L'excès de café, des médicaments comme l'aspirine également sont très nocifs pour notre paroi digestive. Le stress, parce que le stress va faire, en fait, le cortisol va affecter notre taux de glutation, notre taux de glutamine aussi, et la glutamine, qui est un autre acide aminé qu'on trouve dans nos protéines et qu'on retrouve en supplément, et une des nourritures préférées de nos entérocytes, donc nos cellules qui tapissent notre paroi. Alors, on va reparler de toutes ces choses en détail. On n'est qu'à la 9e journée. On a 31 jours de défi J'aime mes seins. Donc, tranquillement, je vous expose à différentes notions qui ont rapport avec notre santé de nos seins, mais de notre santé en général. Et je sais que c'est très difficile de s'abstenir de gluten. Je vous promets que je le sais parce que je suis de cette époque où il n'y avait pas de produits sans gluten et où c'était une problématique très peu connue à l'extérieur du milieu donc de la maladie cœliaque. Mais dans le cas qui nous concerne, par exemple, cancer du sein, ce qu'on doit faire, c'est s'abstenir des sources évidentes de gluten. Donc, le pain, les pâtes, les desserts. Mais tu sais, s'il y a un petit peu de gluten dans votre ketchup ou dans votre sauce soya, c'est pas nécessaire de faire le ménage du garde-manger aujourd'hui. Quand vous renouvellerez, vous irez progressivement vers des produits qui sont certifiés sans gluten. Mais pour aujourd'hui, pour le commun des mortels, le fait d'éliminer les sources évidentes de gluten, ça va faire la job. Quand je vous parle aussi d'éliminer le gluten, il faut faire attention de ne pas se jeter sur les produits sans gluten. Je vous rappelle que je prépare un cours d'alimentation pour janvier, mais en attendant, vous dire de faire attention aux produits sans gluten parce que souvent, les produits sans gluten vont contenir beaucoup de farine de riz, par exemple, qui a un index glycémique très élevé. Ça va contenir certains sucres aussi parce que pour augmenter la palatabilité, donc le goût, on va mettre beaucoup de gras, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Et donc, ce ne sont pas nécessairement des produits santé parce qu'ils sont sans gluten. Beaucoup de produits aussi à base de soya, qui n'est pas toujours du soya, non modifié génétiquement. Donc, il faut faire attention. Le mieux, c'est vraiment de trouver des alternatives et de ne pas se jeter sur les produits sans gluten. Et là, je sais que vous allez me dire aussi que vos enfants ne mangent que du gluten, que vous adorez votre pain baguette, etc., etc. J'avais cette situation quand j'avais ma clinique dans Westmount où les gens connaissaient ma réputation, c'était un assez petit milieu, arrivaient, ils avaient encore la main sur la poignée de porte et me disaient, là, je t'avertis, si tu m'enlèves le gluten, moi, je ne ferai pas ce que tu me recommandes. Et je partais toujours à rire et je leur disais, quand tu arrives en me disant ça, c'est clair que la première chose que je vais faire, c'est enlever le gluten. Parce que quand on est intolérant à un aliment, et particulièrement le gluten, parce que le gluten a un impact aussi au niveau de notre cerveau, je vais vous expliquer pourquoi. Et quand on est intolérant au gluten, on ne veut pas abandonner le gluten parce qu'il y a un mécanisme d'addiction aux trucs auxquels on est intolérant. Regardez, par exemple, quand les gens commencent à fumer, au début, ils vont tousser, ils vont s'étouffer, ils persévèrent tellement qu'à un moment donné, ils sont accros à leur foutue cigarette. Et quand ils arrêtent de fumer, il y a un processus de détox et après, s'ils essaient à nouveau de fumer, ils vont avoir encore des symptômes. Alors, c'est la même chose au niveau du gluten. Plus on est accro au gluten, plus c'est signe qu'on est intolérant. Quand je demande aux gens
si tu devais partir sur une île déserte et amener qu'un seul aliment, qu'est-ce que ça serait que les gens me disent ah, du pain ou des pâtes? Et ils le disent avec cette ferveur. Je sais pertinemment bien que je suis face à une personne intolérante au gluten. Donc, on a ce phénomène d'addiction aux aliments auxquels on est intolérant. Alors, pourquoi le blé a-t-il aussi un impact sur notre cerveau? Je vous ai parlé tout à l'heure des molécules de gluten, donc de cette protéine complexe mal digérée en raison de la présence de cet acide aminé qu'on appelle la proline et de la carence en une enzyme qu'on appelle la dipeptidase, DPP4. Eh bien, lorsqu'on a ces molécules de gluten, mais aussi de caséine mal digérées, la résultante est une molécule qu'on va appeler une exomorphine parce qu'elle a suffisamment l'apparence d'une morphine pour se fixer au niveau des récepteurs à morphine dans notre cerveau. On a des récepteurs à morphine, on a des récepteurs à cannabis, on a des récepteurs à toutes sortes de substances au niveau de notre système nerveux. Et donc, on a des récepteurs à morphine. C'est pour ça que la morphine est capable d'agir sur nous. Et donc, les molécules de gluten, mais aussi de caséine mal digérées, se fixent au niveau des récepteurs à morphine et vont induire soit un état de relaxation ou soit un état d'hypervigilance qui est comme un stress en réalité pour notre organisme. Et quand on va se sevrer du gluten, parce qu'on parle littéralement de sevrage, eh bien, on peut avoir des très, très, très fortes envies de consommer des aliments qui contiennent du gluten ou de la caséine. Et c'est vraiment pour ces deux mêmes raisons, la fixation au niveau des récepteurs à morphine, mais aussi l'impact au niveau de l'inflammation et de la porosité intestinale qu'on propose souvent les diètes sans gluten et sans produits laitiers aux enfants sur le spectre autiste. Et comme moi, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière, je suis spécialisée du côté hormonal, du côté également de l'oncologie, du cancer du sein, par mon expertise sur les hormones. Et j'ai eu la chance d'accompagner 300 familles avec des enfants sur le spectre autistique. Et donc, il y avait des corrélations très intéressantes entre les tests épigénétiques, mais aussi les tests de médecine fonctionnelle qu'on envoie aux États-Unis, de mamans que je suivais dans ma pratique et d'enfants sur le spectre autiste. Et des fois c'était l'enfant qui était la porte d'entrée dans ma pratique, mais la mère, quand on procédait au questionnaire avec les enfants, avait une historique de problèmes au niveau de la santé des seins et donc devenait souvent mes patientes ou à l'inverse, une patiente qui me consultait pour un cancer du sein avait aussi un enfant sur le spectre autiste et donc j'ai pu voir ces corrélations. Et pour moi, le point commun, c'est vraiment cette intolérance au gluten. Après ça, il y a d'autres facteurs au niveau de la génétique, mais donc le gluten, c'est-à-dire le blé qu'on a présentement au Canada est extrêmement problématique pour la majorité de la population. Et comme il n'y a rien d'intéressant là-dedans, à part les vitamines B qu'on retrouve dans l'enveloppe entière des céréales, mais qu'on peut retrouver dans les autres céréales qui ne contiennent pas de gluten, donc les autres céréales, par exemple, comme le riz, comme le maïs, comme le quinoa. Donc, il faut vraiment diversifier nos sources de céréales et laisser tomber le blé. C'est aussi simple que ça. Le blé, ce n'est pas bon pour votre santé. Les produits laitiers, c'est toujours un petit peu plus coûteux de laisser tomber les produits laitiers parce que c'est quand même une bonne source de calcium. C'est pas la seule. Il y en a plein d'autres et il y en a des meilleurs, mais ça devient plus restrictif aussi quand on doit laisser tomber les deux. Mais le blé, pour vrai, c'est un peu ennuyant parce que on le trouve un peu partout, comme je le mentionnais. Sauf que ce que ça fait quand on laisse tomber le blé, c'est que ça nous ouvre la porte à tout un autre univers parce que c'est tellement facile de se rabattre sur les sandwichs, de se rabattre sur les pâtes, que quand on ne peut plus le faire ou que c'est plus compliqué de le faire parce qu'on va chercher à ce moment-là des pâtes sans gluten ou du pain sans gluten, eh bien, on se tourne vers autre chose. Par exemple, au niveau des sandwichs, les tortillas de maïs, les vrais de vrais, là, qui sont vraiment faites avec du maïs, ne contiennent pas de gluten. Par contre, si vous achetez des marques que vous trouvez
de manière commerciale, eh bien, vous avez retrouvé une tortilla qui est à base de farine de blé dans laquelle on a rajouté un peu de maïs. C'est le même principe. Les crêpes au sarrasin. Chez Cora, j'étais toute contente un matin de voir qu'il y avait des crêpes au sarrasin et j'ai pris ça. Et là, tous mes symptômes de gluten ont fait surface. Et quand je me suis informée, on me dit, ah, c'est vrai que c'est de la farine de blé dans laquelle on rajoute un peu de sarrasin pour que ça goûte et que ça ait l'apparence du sarrasin. Mais vraiment, on pourrait manger des vraies galettes de sarrasin. Et ça ne contient pas de gluten. Faire attention aussi aux pâtes commerciales. Genre, moi, si je consomme les pâtes Catelli, même qu'on dit qu'elles sont sans gluten, j'ai des réactions d'intolérance au gluten parce que toute la question de la contamination croisée. Là, on n'a pas besoin, je vous rappelle qu'on ne parle pas de la maladie cœliaque, tu n'as pas besoin d'avoir 2 grille-pains chez toi, tu n'as pas besoin d'avoir deux planches à pain, etc. Là. C'est d'enlever les sources évidentes de gluten. Mais c'est sûr que quand on parle d'un produit qui a été fabriqué dans un endroit où il y a énormément de farine de blé régulière, que tous les appareils à longueur de journée transforment ces produits, eh bien, c'est très difficile que les produits dits sans gluten soient réellement sans gluten. Donc, c'est mieux d'aller vers des marques plus spécialisées, mais encore là, comme je vous dis, je n'encourage pas nécessairement la consommation de produits dits sans gluten, là, par exemple, un pain sans gluten. On peut le prendre à l'occasion, ce pas des aliments qu'il faut consommer à tous les jours. On a aussi, par exemple, les feuilles de riz qu'on peut prendre pour faire les rouleaux vietnamiens, qu'on peut prendre aussi pour faire des wraps. On ouvre nos horizons et on essaie d'éviter de prendre le pain ordinaire, mais dit sans gluten. Évidemment, si on a des enfants, on a un conjoint, conjointe et qu'on a besoin de pain à la maison, bien, on est mieux d'en acheter du sans gluten. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se ruer vers les aliments sans gluten parce que ce sont souvent des aliments qui ne sont pas nécessairement santé. Alors, ça fait le tour de notre chronique aujourd'hui. Je vais faire un centré sans censure un moment donné avec au moins une invitée où on va parler du sans gluten de long en large. Puis je vais surtout vous équiper pour bien vivre sans gluten. Ça va être la base du programme alimentaire, mais évidemment, il n'y aura pas que ça. Le but, c'est de vous outiller non seulement pour la santé, mais pour la souveraineté, puis pour l'économie, parce que en fabriquant beaucoup de produits alimentaires chez soi, grâce aux fermentations, grâce justement à apprendre à cuisiner des trucs sans gluten et tout ça, on peut réaliser des économies très intéressantes, en plus d'avoir le contrôle sur ce qui rentre réellement dans notre alimentation. Alors, je vous disais, je sais que vous n'allez pas être content aujourd'hui parce que je vous demande d'abandonner le gluten et si vous êtes intolérant, vous adorez votre gluten et là, vous allez dire, moi, je ne l'écoute plus, elle, tout ce qu'elle dit, c'est de la bullshit. Mais je vous assure que non. Je vous assure que ça a fait, moi, une différence incroyable dans ma vie et une différence dans la vie des patientes que je suis depuis 25 ans. Donc, c'est pas parce que vous avez eu un test négatif. Si, quand vous l'enlevez, vous avez une amélioration, fiez-vous à votre intuition. Là, des fois, les gens vont me dire, ça fait un mois que je suis sans gluten, puis je vois pas de changement. Ça peut être parce que vous n'êtes pas vraiment sans gluten, parce que, comme je disais, le gluten, on le retrouve partout sous toutes sortes de noms. Mais ça peut être aussi parce que votre écologie, dans votre microbiote, est tellement perturbée. Votre microbiome, je devrais dire, dans tout votre environnement intestinal est tellement perturbé que même si vous avez enlevé l'agresseur initial, il y a quand même une guerre qui fait rage dans votre intestin. Il faut refaire à ce moment-là tout l'exercice de réimplanter des bonnes bactéries, réparer la paroi, etc., etc. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on fait dans le cadre d'un suivi. Et si vous n'avez pas fait ça, bien, ça se peut que juste le fait d'enlever le gluten ne vous donnera pas les résultats escomptés. Mais je vous garantis que le gluten a un impact négatif chez tout le monde. Je parlerai des études du docteur Chassano dans d'autres événements. Alors, je vous rappelle en terminant qu'on débute le programme Équilibrer vos hormones naturellement dès ce samedi le 14, donc dans quelques jours, on aura notre premier module qui va porter sur les tests, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui arrive avec nos hormones. Je vais partager des questionnaires. On va apprendre à se connaître aussi parce qu'on va cheminer ensemble pendant 12 semaines. Donc, il y a 6 modules, un à chaque 2 samedis matins qui sont enregistrés. Vous avez vos documents que vous pouvez télécharger et tout ça.
Mais je vous encourage fortement à participer en direct les samedis matins parce que c'est un programme de coaching de groupe. Donc, on va vraiment résoudre ensemble nos problèmes hormonaux, en parler, trouver des solutions et rentrer à 2024 en tout équilibre hormonal. Et là, on va faire le défi détox, on va faire le programme alimentaire et on va s'assurer que 2024 soit vraiment l'année où on prend le contrôle sur notre santé et qu'on exprime finalement notre potentiel optimal de santé. Alors, je vous invite à vous inscrire au défi J'aime mes seins. Vous avez le lien dans l'entête. Vous avez le lien pour vous inscrire au programme Équilibrer vos hormones naturellement, les liens pour la consultation, les liens pour vous inscrire au membership également. Alors, il y a plein de choses qui se passent. Je vous invite à suivre mes pages Facebook et surtout à partager. Vous savez que j'ai un problème de shadow banning vu le fait que je dis la vérité. Alors, comme tous les diseurs de vérité, comme tous les lanceurs d'alerte, je suis persona non grata sur différents médias sociaux. Alors, j'ai besoin de votre aide pour continuer d'éveiller des consciences, pour continuer de partager des informations en santé. Alors, on se retrouve un peu plus tard, tout le monde. À demain.